C'était il y a 100 ans, et dans ce noir et blanc des images d'archives, toute l'horreur de la guerre surgit dans nos vies. Mais sur un champ de ruines, au cœur de chaque drame, peuvent naître des héros ordinaires qui, dans le chaos, font le choix de rester des humains. Parmi tous ces destins, c'est celui d'une femme que nous allons vous raconter. Son nom est légendaire. Ses découvertes ont bouleversé notre vision du monde. Mais qui connaît son âme? Allez-moi le laisser sur cette table. Qui sait le rôle qu'elle a joué dans cette grande guerre? C'est un hôpital militaire ici. Les civils n'ont rien à y faire. Et encore moins les femmes. Allez, touchez-moi le camp! Quand la guerre éclate, Marie Curie n'est plus l'immigrée polonaise venue faire ses études à Paris. C'est une femme de science mondialement connue. Mais c'est aussi une femme seule. L'amour de sa vie, Pierre Curie, est mort le crâne fracassé sous la roue d'un camion. Ce sang, qui va bientôt se répandre dans l'Europe entière, elle en connaît dans sa chair le goût amer. C'est l'histoire d'une rencontre. Qui êtes-vous pour remettre en cause la doctrine de l'état-major? Un médecin. Madame Curie, permettez-moi de vous présenter le professeur Claudius Regaud. Deux savants, deux rebelles, qui vont brandir la science comme on brandit une arme. Sans son appareil. Je l'aurais tué 6 fois. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mon métier. Vous l'avez tué. J'aurais pu le sauver, Une histoire de famille ravagée par le deuil. Pourquoi tu me parles jamais de mon père? Et qui, dans cette guerre, trouvera une nouvelle raison d'aimer. L'histoire d'un espoir né de cette tourmente. Vous imaginez? Avec les rayons X et le radium, j'aurai alors 2 armes pour attaquer le cancer. C'était un plaisir, docteur. Une histoire vraie. Allez, courage. Attention! Allez, on avance! Attention! Attention! Bon sang, quelle folie de venir jusqu'ici! Halte! Arrêtez-vous! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Laissez passer. Non, c'est pas possible. Faut faire demi-tour. Non, mais c'est pas... Non, vous rêvez ou quoi? Non, vous faites demi-tour tout de suite, c'est pas possible. Non, je peux pas faire demi-tour. Où vous voulez que je fasse demi-tour? Vous pouvez pas passer par ici, c'est pas Il y a possible. écrit permis Non, de c'est pas circuler. possible. Il faut faire... Vous faites demi-tour, allez! Allez, vous remontez la voiture. Laissez passer. Calmez-vous, monsieur Rago. On finira toujours par passer. Qu'est-ce qui se passe, là, soldat? Major! Major, une espionne allemande! Major! Vous faites erreur, je ne suis pas allemande, je suis française. Madame Curie? Oui. Enfin, caporal, vous lisez pas les journaux? Madame Curie n'est pas une espionne, voyons. Ravi de l'apprendre, Major. Je peux passer alors? Bah, Vous êtes bien aimable. Vous venez, Rago? Oui, oui, oui. C'était qui, exactement? Vous êtes certaine de la direction? Mais vous rigolez! C'est vous qui m'avez dit d'aller par là! C'est une plaisanterie, vous savez où on va quand même! Non? Madame Curie! Madame Curie! Madame Curie! Madame Curie, vous allez bien? Non, Madame Curie ne va pas bien.
Depuis que Pierre est mort, elle est une femme brisée. Cela fait 8 ans qu'elle n'est que l'ombre d'elle-même. 8 ans que la plus grande scientifique de son temps a perdu la passion de la recherche et le goût de la vie. Et c'est ici, loin de son laboratoire, de ses travaux sur la radioactivité, de ce radium qu'elle a découvert et lui a valu sa renommée, que Marie Curie se lance dans le combat le moins connu de son existence, et pourtant peut-être le plus important. De cette épreuve, elle reviendra plus forte et porteuse d'un trésor qu'elle offrira aux hommes. Mais pour y parvenir, elle va devoir pénétrer dans le monde des morts. Quelle puanteur. C'est une hémorragie. C'est dirigé. Docteur, vous pouvez venir 2 secondes, on a un problème. Qu'est-ce que vous foutez ici? Poussez, vous ne restez pas là. Vous pouvez pas vous gêner? Docteur... C'est un hôpital militaire ici. Les civils n'ont rien à y faire, et encore moins les femmes. Allez, touchez-moi le camp. On va te faire, on va te le garantir. Putain de merdier. Allez, il faut rien vite. Nom de Dieu. Madame, il faut partir. C'est trop dangereux, il y a le bruit des bombes qui se rapprochent. Madame, je vous en supplie, partons. Madame! On voit à peine tes cheveux, mon Pierre, car la blessure commence là. Et au-dessus du front, à droite, apparaît l'os qui a sauté. Madame Curie. Venez, madame, il faut partir maintenant. Allez chercher le matériel dans la voiture, je vais trouver une salle à l'écart. Allez, Rago. Vous êtes chirurgien? Dites-moi, qui est chirurgien ici? Je suis chirurgien. Enfin, j'allais avoir mon diplôme. Bon, très bien. Allez placer cet homme sur un brancard et suivez-moi. Mais c'est impossible. Écoutez, je pense pas que ce soit possible. Je n'ai pas... S'il vous plaît. Installez-moi le blessé sur cette table. Bon, mais c'est quoi tout ça? Attendez, qu'est-ce que c'est que tout ce matériel? C'est pas du tout réglementaire, ça. Ah, ça, si c'était réglementaire, on serait pas là. Madame, je ne peux pas vous laisser seule. Laissez quoi? Allez, ne restez pas là comme un empoté, venez m'aider. C'est quoi ce désordre? On n'est pas à la foire ici. Madame, je vous ai demandé de partir, pas de soudoyer mes hommes. Vous avez 5 minutes pour quitter cet hôpital. Monsieur, je peux vous aider à sauver cet homme. Il est fichu. Et sans doute nous aussi. C'est la débâcle. Les Allemands sont trop nombreux et beaucoup mieux armés que Comme nous. vous le dites, cet homme est fichu. Vous risquez quoi à me laisser essayer? Mais bon sang, je dois vous le dire en quelle langue? Rago, allez faire démarrer le moteur de la voiture. Oui, madame. Pardon. Quelle était cette étrange machine? Comment Marie avait-elle pu l'acheminer sur le front de la Marne? Par quel mystère pouvait-elle sauver une vie? Tout cela avait commencé par une rencontre, une improbable rencontre, 4 ans plus tôt, en temps de paix. Alors c'est ça que vous me proposez, docteur Roux, la moitié d'un laboratoire. Comment ça, la moitié d'un laboratoire? Je vous offre de travailler enfin dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? De plus? Mais attendez, je ne rêve pas. Ça, c'est l'Institut du Radium, et moi, je n'en aurai que ça. Pour vous, je ne sais pas, hein, mais pour moi, ça s'appelle la moitié. Madame Curie, l'Institut Pasteur a pour vocation la recherche à des fins médicales. Je ne peux pas créer l'Institut du Radium sans penser aux recherches médicales. Alors vous travaillerez de votre côté, dans le pavillon Curie, et le pavillon Pasteur travaillera du sien. Chacun chez soi.
Chacun chez soi. Exactement. Et puis-je savoir qui en serait le co-directeur de ce Chacun chez soi? Mais c'est un ancien élève de mon cours de microbiologie. Un médecin, le professeur Claudius Regaud. Ils sont partis par là! Ils sont partis par là, vite! Quelqu'un de très bien. Un chercheur passionné, Ils sont là! très organisé. Un homme dont je réponds du sérieux. Ça alors comment? Ils sont passés par l'escalier, les gredins. Et pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ce grand scientifique? Eh bien, parce que... il mène ses recherches à Lyon. Et que Lyon, c'est pas Paris, je ne vous apprends rien. Bon, je vous assure, c'est l'homme de la situation. Un grand avenir se dresse devant lui. Croisés pour attraper. C'est votre secret, n'est-ce pas, professeur? Ça n'a arrêté. Professeur Regaud, docteur Lacassagne, des ânes qui somnolent sur les bancs de l'amphithéâtre, pas encore, mais des lapins qui copulent dans les couloirs de l'université, ça non. Vous m'entendez? Non. C'est pour une expérience, monsieur le recteur. On va les stériliser au rayon X. Autrement dit, vous voulez que je partage cet institut à égalité avec un parfait inconnu sorti de sa province qui, par ailleurs, n'est auteur d'aucune découverte majeure. Vous avez oublié, talentueux et prometteur. Je vous donnerai ma réponse après l'avoir rencontré, votre petit prodige. Non, mais soyez naturel, Regaud. Hein? Naturel, mais convaincant. Madame Curie, permettez-moi de vous présenter le professeur Claudius Regaud. Professeur Claudius Regaud, Madame Curie. Je suis très honoré, madame. J'ai toujours suivi vos travaux avec passion. Monsieur Regaud, talentueux et prometteur. Regaud. Enfin, mon nom est Regaud, avec un Re. Expliquez-moi, monsieur Regaud, en quoi vous seriez la personne idéale pour co-diriger cet institut? Eh bien, je travaille en fait sur l'effet des rayons sur les cellules. Les rayons X. Attendez, je vais vous montrer. Voyez-vous, j'ai commencé par étudier l'action des rayons sur les spermatozoïdes. De lapins. Récemment découverts, les rayons radium et rayons X étaient l'objet de multiples études. En cherchant à comprendre le cycle de vie des spermatozoïdes, Claudius Regaud avait démontré qu'ils se formaient à partir d'une cellule mère, une cellule souche qui leur donnait naissance. Le radium étant une matière rare, c'est avec les rayons X qu'il avait mené ses expériences. Frappés par les rayons, les spermatozoïdes mouraient, mais aussi ces fameuses cellules souches. Tout le cycle de vie était interrompu. Ces lapins devenaient stériles. Et une idée folle était née dans son esprit. D'autres cellules se reproduisaient de la même manière, les cellules cancéreuses. Alors, si on pouvait stériliser les spermatozoïdes, peut-être pourrait-on stériliser les cancers. Tout ça est très intéressant, monsieur Regaud, mais vous n'êtes pas le seul à utiliser les rayons contre les tumeurs. Mais moi, j'ai une stratégie. Croiser pour attaquer. Croiser 2 faisceaux de rayons sur une tumeur pour mieux viser la cible. Et mes recherches m'ont appris également que pour protéger les tissus sains, il fallait espacer les séances dans le temps. Je pense aussi Monsieur que... Regaud, merci. J'aurais une requête, docteur Roux. Une seule. Je voudrais planter quelques tilleuls dans le jardin de notre futur institut. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Son regard. Quand il parle de ses recherches, il brille. Le rêve est à portée de main. Ce laboratoire que Pierre n'a jamais eu de son vivant. Les travaux durent 4 ans. Marie commence à s'installer. Regaud vient tout juste de monter à Paris. Et l'Europe s'enflamme. « 8 millions de soldats partent sous les vivats.
l'Institut du Radium n'ouvrira pas. Regaud, père de 4 enfants, est mobilisé. Marie, elle, a grandi en Pologne, un pays occupé. Elle sait ce que le mot guerre veut dire. Alors, comment se joindre à la liesse collective? L'illusion d'un conflit court et victorieux ne la gagne pas. Pire, elle pressent que beaucoup de ces hommes marchent vers la mort. Eh bien voilà, c'est le moment. Ça va aller vite, vous verrez. Le temps de filer une bonne dérouillée au Halboche et on sera de retour. Vos lapins n'auront pas le temps de vous manquer. La Cassagne. Quelle idée de vouloir vous obstiner à monter au front. Vous êtes médecin. Et un médecin qui travaille dans la recherche. Mais je vais me battre, moi. Pas question d'être implanqué. Pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. À propos d'affectation, vous ne trouvez pas étrange qu'on m'ait demandé à moi de diriger tout un hôpital d'évacuation? Quelqu'un a dû parler de vous à l'état-major. Quelqu'un? Vous serez parfait pour ce travail. En tout cas, j'ai pris mes précautions. De la morphine. Elle est belle, la confiance dans notre armée. Allez. Soyez prudents. Revenez-nous vite. Je vous confie mon laboratoire. Vous le retrouverez comme vous l'avez laissé, monsieur Regaud. Et vous, monsieur Lacassagne, écoutez votre instinct et agissez toujours à l'inverse. Prenez soin de vous. Merci. Puisque je ne peux pas monter au front, je pourrais peut-être mettre en place des laboratoires de bactériologie pour l'armée. Je suis pas certain qu'on ait mesuré les risques infectieux liés à un tel rassemblement d'hommes. Et vous? Vos filles, où sont-elles? À l'abri, en Bretagne, elles vont bien. Vous devriez les rejoindre maintenant et attendre que tout ça soit fini. Attendre. Médaille Davy de la Royal Society. Bronze, pas très intéressant. Prix Nobel de physique 1, 2. Et un 3e de chimie. Or, 200 grammes d'or pur, 23 carats chacune. Mais Madame Curie, je ne peux pas les prendre. C'est impossible. Pourquoi? Vous êtes bien la Banque de France, non? Il vous suffit de les fondre et vous aurez de l'or. C'est du sacrilège. Vous ne pouvez pas détruire comme ça toutes les récompenses qui ont honoré votre glorieux époux. Pas mon époux. Nous deux, ensemble. Ces médailles seront plus utiles refondues pour l'effort national que prenant la poussière chez moi. Mais la guerre ne va pas durer, madame. Et dans quelques semaines, vous vous mordrez les doigts d'avoir trahi la mémoire de votre mari. Et tout ça à cause de quoi? De votre pessimisme patriotique. Je ne trahis pas la mémoire de mon mari. Mais vous trahissez notre foi en la victoire. Une vraie Française ne penserait pas comme vous, madame. Pardon? Il est hors de question que je détruise ces médailles. Et pourquoi pas la Légion d'honneur de votre mari pendant que vous y êtes? Il ne l'a pas eu, monsieur. Il l'a toujours refusé. Quel imbécile! Tu n'en avais rien à faire de ces médailles. Imaginez que moi je puisse te trahir, c'est... Tu me manques tellement. Ça fait 8 ans que je suis mort, Marie. 8 ans que je suis morte. Tout le monde me prend pour une femme forte, comme si rien ne pouvait m'arriver. Première femme professeure à la Sorbonne, première femme prix Nobel, mais je n'ai jamais voulu tout ça. Tout ce que je voulais, c'est vivre avec toi, travailler avec toi. Je sais, mais tu n'as plus le choix. Tu dois continuer à être forte. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit. Si l'un de nous disparaissait, quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, et dût-on être comme un corps sans âme? Il faudrait travailler tout de même. Mais je me sens si fatiguée, si vide, si fatiguée. Mais si tu es fatiguée, c'est parce que tu te sens impuissante. Tu as toujours éprouvé le besoin de te rendre utile. Il faut que tu trouves quelque chose à faire. Oui. Ma chère Irène, sois courageuse, ma chérie. Moi aussi, je désire vivement vous ramener ici. Mais c'est impossible pour le moment. Les Allemands traversent la Belgique en livrant des combats. La brave petite Belgique n'a pas accepté de les laisser passer sans se défendre. Tous les Français ont bon espoir et Tous les Français ont bon espoir et pensent que la lutte, quoique rude, se terminera bien.
Toi et moi, Irène, chercherons à nous rendre utiles. Le pays polonais est occupé par les Allemands. Je ne sais rien de ma famille. Bien des gens manqueront, hélas, après cette guerre. Il s'agira de les remplacer. Faites de la physique et des mathématiques le mieux que vous pourrez. Mais il ne va pas venir alors? Non, mais il ne viendra pas. Parce que c'est la guerre, c'est ça? Oui, Ève, c'est la guerre. Regarde, je vais t'expliquer. Joffre a décidé d'attaquer vers l'Est. Espérons que ce soit une grande victoire. Une grande victoire? La jeune Irène se trompe. Le plan de Joffre est bien d'atteindre la frontière jusqu'à l'Alsace-Lorraine ravie par les Allemands en 1870. Mais il est une donnée que l'état-major français a sous-estimée. Celle que Marie et Regaud redoutaient. Les armes modernes. Le soldat ne court pas au-devant d'une grande victoire, mais d'une grande boucherie. Des corps meurtris, déchiquetés, des gueules cassées. On attendait des balles, on reçoit des obus. Les soldats sont fauchés à chaque assaut. Shrapnel et mitrailleuses. Les éclats de métal pénètrent dans les corps, les mutilent, les broient. La guerre vient à peine de commencer. Les morts et les blessés se comptent déjà par dizaines de milliers. Face à ce flot continu de blessés graves, le service de santé se débat pour ne pas être submergé. Et c'est au cœur de ce chaos que Regaud, après des jours d'errance sur des voies de chemin de fer bombardées, découvre son affectation, à quelques kilomètres de la ligne de front. Médecin-major Regaud, votre mission, transformer cette gare en hôpital d'évacuation. On vous a fourni des tentes, neuves. Servez-vous-en pour abriter les blessés en attendant les trains. Il faut agir vite. Les blessés arrivent, vous nettoyez, vous bandez, vous évacuez. C'est clair? Oui, m'excusez, monsieur, mais nettoyer, bander, évacuer, c'est absurde. Ce n'est pas monsieur, mais mon colonel. Et ce n'est pas absurde, ce sont les ordres. Ne pas encombrer le front avec les blessés. Ils seront mieux soignés derrière nos lignes dans de bons hôpitaux et par de bons médecins. Regardez-les, ils ne sont pas évacuables. Vous avez pensé au risque d'infection? Nom de Dieu, vous n'avez pas lu les derniers rapports scientifiques sur les armes modernes? Alors quand on ne sait pas, médecin-major de 2e classe, on ferme son claquet. Regardez-le bien, cet homme. Il y a moins d'1 heure, il est tombé dans une embuscade. Il s'est fait tirer dessus comme un lapin, par balle. Alors, médecin-major, inutile de vous rappeler que dans tous les rapports scientifiques, il est clairement stipulé qu'avec les armes modernes, allemandes comme françaises, la balle tirée va si vite qu'elle s'échauffe, au point que sa chaleur détruit toutes les impuretés. Si bien que la balle devient stérile avant d'atteindre sa cible. Moins on en fait, mieux on fait. Voilà la devise. Nettoyer, bander, évacuer. C'est clair? Et les uniformes? Quoi, les uniformes? Que la balle devienne stérile, je veux bien l'entendre, mais l'uniforme qu'elle traverse, lui, ne l'est pas. Ni la boue que la balle doit entraîner avec elle dans la plaie. Non, monsieur, les risques d'infection sont loin d'être négligeables. Regardez, on a plus de blessures par obus que par balle, alors... Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas monsieur, mais mon colonel. Oui, mon colonel, mais je me permets d'insister. C'est une erreur d'évacuer les soldats sans les soigner. Mais qui êtes-vous pour remettre en cause la doctrine de l'état-major? Si vous n'êtes pas un savant, mais un militaire. Et un militaire, ça obéit aux ordres. Et les ordres, c'est vous emballer, vous étiqueter, vous expédier. Est-ce clair, capitaine? Très clair, mon colonel. J'emballe, j'étiquette et j'expédie. Je ne suis pas capable. Très bien. J'ai encore 3 autres hôpitaux à mettre en place. Alors, si vous avez d'autres questions aussi passionnantes... Aucune, mon colonel. Les ordres, suivez les ordres, et tout ira bien. Et rompez. Les ordres. Que peut faire un homme seul face à une doctrine imposée par un état-major? Doit-il être soldat? Peut-il être médecin?
tard, lorsque viendra l'heure des bilans et des doutes, une enquête officielle qui sera tenue secrète pendant 15 ans révélera ce que de tels ordres ont provoqué. Des milliers de morts dues aux évacuations dans des conditions désastreuses. Et, sur les centaines de milliers d'amputations et d'infirmités, la moitié qui aurait pu être évitée. Mais dépêche-toi, Thérèse, on est en retard, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Ne t'énerve pas. Si c'est une chambre que vous cherchez, c'est pas ça qui manque. Je serais plutôt intéressé par des salons, par des grands espaces aérés. Et pourquoi faire? Un hôpital. Ah, un hôpital. Dans mon hôtel. Vous voulez pas aussi me déguiser en infirmière? Non. Doucement, doucement, je plaisantais. Infirmière, ça me va bien. Mais pour l'hôtel, il faut que je demande à mon mari. Major, une lettre pour vous. Mon cher petit chat, il paraît qu'à l'Institut Pasteur, on a tué tous les animaux qui n'étaient pas nécessaires. Désires-tu toujours qu'on te garde les lapins radiographiés? Et dans le cas contraire, sont-ils bons à manger? Les lapins. Eh oui, son laboratoire est déjà loin. Et pourtant, à l'heure où Claudius Regaud prend le risque de désobéir, il ignore qu'à Paris, Marie est sur le point d'en faire autant. Vous allez me porter ça à la poste pour Lyon. Vous essayez de les détruire ou de les sauver? Je tourne en rond. J'ai pris une décision. Je veux mettre mes compétences de physicienne et de chimiste au service de la défense. Vous n'êtes pas la seule. Beckler, lui aussi, veut être mobilisé pour créer des postes de radiologie dans l'armée. Il a de la chance. Ouh, pas tant que ça, pas tant que ça. Joffre est un forcené de l'offensive à outrance. Pour lui, il n'y a que les canons de 75 qui comptent. Il n'y a qu'eux qui peuvent suivre l'infanterie ou la cavalerie. Alors vous imaginez un service de santé courant derrière les fantassins? Quant à la radiologie, n'en parlons même pas. Beckler pense que ce sera vraiment très difficile d'imposer de l'intérieur de l'armée une technique aussi récente et mal connue. Et de l'extérieur, ce serait plus facile? Allez savoir. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est une personne compétente que ni l'armée allemande, ni l'armée française ne pourraient arrêter. Pour les rayons X, j'en connais la théorie. Mais pour la pratique, il faudrait que je demande à Beckler. Et que j'en aurais fini avec mes tilleuls. Voilà. Les rayons X, bien sûr. Beckler était un pionnier, un médecin qui utilisait leur pouvoir pour faire de la radiologie, voir à l'intérieur des corps. Marie avait enfin toutes les cartes en main, sauf une. Et pour l'obtenir, l'illustre veuve, comme la surnommait la presse, allait devoir faire ce qu'elle aimait le moins, des mondanités. J'aimerais parler à la princesse Murat, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer? Marie Curie. Oh, Madame Curie, je vous en prie, entrez, entrez. Vous êtes venu nous rejoindre, c'est formidable. Ma chère, il est hors de question que nous restions les bras ballants sans rien faire. Vous vous rendez compte? Les Allemands coupent les mains des civils pour qu'ils ne puissent pas se battre. C'est une barbarie. Regardez, depuis le lever du jour, nous sommes déjà sur la brèche. Posez les mains. Et nous suivons toutes des courses intensives. Et vous remontez doucement vers les bras, tirez en arrière, comme cela. Oh mon Dieu, quelle horreur. Faire ça sur un homme, je pourrais jamais. Enfin, pourtant, mesdemoiselles, je vous assure qu'à cet endroit de l'anatomie, il n'y a pas de grande différence morphologique entre un homme et une femme. Mais parlez pour vous. Et quand vous nous aurez rejointes, on pourra vous coudre une superbe tenue dans les meilleurs tissus. Élégante toujours. Même sur le front, nous représentons la France, ma chère. Je ne suis pas là pour ça, mais pour vous demander un grand service. Tout ce que vous voudrez, ma chère. Votre automobile, j'aimerais que vous me la confiez. Je vous promets de vous la rendre après la guerre. Je suis mécanicien de laboratoire, moi. Alors réparer ou régler des microscopes, des spectroscopes, des tubes de Crookes ou des quartz piezoélectriques, oui. Mais ça, là, non. J'y connais rien en automobile. Ça reste un problème de mécanique, c'est pareil, mais on est un peu plus grand. C'est juste un problème d'échelle. Seulement un problème d'échelle, vous croyez vraiment?
C'est pas compliqué. Il faut modifier la carrosserie pour en faire une camionnette. Ensuite, vous installez un branchement sur le moteur pour actionner une dynamo. Attendez, il me semblait que vous aviez promis de rendre cette voiture après la guerre. Je n'ai pas précisé dans quel état. Bon, j'imagine que c'est inutile d'essayer de vous dissuader, hein? On n'a pas le temps. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez y mettre dans votre camionnette? L'appareil à rayon X de Monsieur Regaud? Il n'est pas à Paris, ça ne lui manquera pas. Allez, Rago, au travail. Il faut faire vite, en effet. En un mois, Marie s'est donné les moyens d'agir. Mais il n'a pas fallu plus de temps aux Allemands pour déborder nos lignes. Les Français battent en retraite devant l'attaquant qui fonce sur la capitale. Le gouvernement fuit. Marie, elle, décide de rester. On commence à prévoir la possibilité d'une invasion de Paris, auquel cas nous serions coupés. Si cela arrive, supporte-le avec courage. Car nos désirs personnels ne sont rien devant la grande partie qui se joue maintenant. Tu dois te sentir responsable de ta sœur et veiller sur elle. Maman a trouvé à se rendre utile et moi, je suis là, coincée à tricoter des pulls pour les soldats. Mais elle ne va pas venir? Non, mais elle va pas venir. Mais elle va venir quand, alors? Elle va venir bientôt. En attendant, il n'y a qu'un seul moyen de ne pas être triste. Faire des mathématiques. Allons, mademoiselle Curie, un peu de concentration. Des soldats prussiens ont été aperçus à 17 km de Paris. Sachant qu'un homme marche à 3 km/h, combien de temps leur faudra-t-il pour atteindre la capitale? Allez. Ce calcul, nos généraux l'ont fait. Plus une minute à perdre. Joffre contre-attaque. Et tandis que Marie met les mains dans le cambouis, Gallieni, chargé de défendre Paris à tout prix, parie lui aussi sur les automobiles. Il réquisitionne les taxis parisiens pour acheminer en un temps record les fantassins sur le front de la Marne. 500 Renault foncent au-devant des Allemands. 500 voitures, plus une. Paris est menacé. La France risque d'être occupée. Marie vient d'entrer en guerre. C'est ainsi qu'elle parvint sur le front de la Marne et installa cette étrange machine capable de produire des rayons X et apporta pour la première fois cette assistance technique indispensable aux chirurgiens pour sauver ce blessé. Oui, allez-y. Grâce au phénoménal pouvoir que possèdent ces rayons, voir à l'intérieur des corps. 2 cm sur le côté, 5 cm au-dessous. Par ici, alors? Oui, c'est ça. Allez-y. Là. C'est incroyable, c'est magique. Mieux. Scientifique. À 400 km de là, la petite voix de la science cherchait aussi à se faire entendre. Regaud! Mais c'est quoi tout ce tintouin? Vous savez pas lire? Je cherche ce fichu capitaine Regaud. Il travaille! Je m'en contrefous, je veux le voir tout de suite. Eh ben, vous attendrez. Les soldats blessés ont priorité sur les officiers en colère. Où est-il? C'est pas bon. Amputation. Moi, j'ai pas d'autre solution. Non, je peux pas perdre ma jambe. Je suis paysan, moi. Comment vous voulez que je cultive mon champ avec une seule jambe? On peut plus attendre, docteur Regaud. L'infection a déjà commencé. Non, je vous en prie, pas ma jambe. Le docteur Roux vient de nous envoyer un bactériologiste. Il peut faire des prélèvements et les analyser. Si on connaît la nature exacte de l'infection, on pourra peut-être la stopper. Bah, faut faire vite alors. Alors dépêchez-vous d'aller le chercher. Merci, docteur. Merci. Tenez-vous. Ah, capitaine, vous n'avez pas obéi aux ordres. Vous savez ce que vous risquez, espèce de petit peine-cul? Je ne sais pas, non. Je n'ai pas eu 1 minute pour lire le règlement. Ni 1 minute pour répondre à vos télégrammes, désolé. Ne vous fichez pas de moi, je vais faire un rapport et vous verrez. C'est la cour martiale qui vous pend au nez. Très bien. Seulement veuillez indiquer dans votre rapport que sur les 7000 blessés passés entre nos mains, nous n'avons eu que 120 morts. 120 morts? Où sont passés les autres? Et c'est encore 120 de trop. Mais dites-moi, mon colonel, je serais curieux de savoir ce qu'il en est des autres hôpitaux. Ceux qui évacuent sans opérer les blessés, ceux qui obéissent aux ordres.
Vous vous rendez compte? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Une demi-douzaine d'éclats. Tout situé exactement là où elle le disait. Sans son appareil. Je l'aurais tué 6 fois. Brancardier, préparez le suivant. Pourtant, j'ai essayé d'opérer en me servant d'une radiographie, mais ça n'a rien donné. Une radiographie? Une seule? Vous n'aviez qu'un seul cliché? Bah oui, pourquoi? Et pour reconstituer une image en volume, il faut au moins 2 points de vue différents. C'est la base. Deux clichés parfaitement réglés pour traquer les éclats de métal. Des formules algébriques pour les débusquer. La radiologie naissante n'avait pas encore su convaincre les chirurgiens de son utilité. Mais pour un esprit scientifique comme Marie Curie, féru de précision et de mathématiques, c'était un jeu d'enfant. La médecine n'était plus seulement l'affaire des médecins. Madame, vous permettez? Je vous en prie. Une révolution était en marche. Des chercheurs comme Marie et Regaud possédaient un savoir capable de sauver des vies. J'évacue les blessés légers après le tri qui est fait dès leur arrivée. Les autres sont traités sur place jusqu'à ce qu'ils soient stabilisés. Ce qui va à l'encontre des ordres. Mais ce qui est cohérent avec le bon sens. Le nombre de mélis est actuellement de 550 et je le porterai à 700 dans quelques jours. Le reste est une question d'organisation. On n'a pas de temps à perdre, sinon on va être submergé par le nombre. Et ça? Ça sert à quoi? À communiquer autour du blessé. Désormais, un patient n'est pas pris en charge par un seul soignant, mais par tous. Généraliste, spécialiste, chirurgien, infirmière. Chacun voit quelque chose que les autres ne voient pas. La Croix-Rouge m'a également fourni des infirmières. Elles sont vitales pour le moral des blessés. Les hommes voient en elles une mère, une femme, une sœur. Un rapport. Je dois faire un rapport. Les prélèvements sont en cours. Le bactériologiste est optimiste. Et vous? Comment ça s'est passé? La raison semble avoir pris le dessus. Tenez, on m'a donné ceci pour vous. Merci. Je viens d'être avisé du décès de mon fils. Je vous serai infiniment reconnaissant de me faire connaître s'il a été inhumé dans un cercueil, s'il sera possible de retrouver son corps à l'endroit où il repose, et si après la guerre, il me sera possible de le ramener pour que sa tombe soit près de moi. Ma douce chérie, je souffre à l'idée de ne pas pouvoir t'embrasser à ton anniversaire. Songe que ma pensée ne te quittera pas ce jour-là, et que je compte bien rattraper le temps pendant lequel je suis privée de toi. Aujourd'hui est un grand jour. Ça va, on sait, t'as 17 ans. Et nous, tête de notes. C'est parce que c'est la fin de la bataille de la Marne. Et on a gagné. Oui, cette bataille est gagnée. Les Allemands reculent. Mais à quel prix? La bataille de la Marne ne dure qu'une semaine, mais fait plus de 80 000 morts chez les Français. Et sans la résistance héroïque des Belges, qui privent les Allemands de 120 000 combattants, Paris serait tombé. La population commence à prendre la mesure du désastre. Le scandale de la prise en charge des blessés éclate dans la presse et à l'Assemblée. Pour l'avoir dénoncé, le journal de Clémenceau est censuré. Il reparaît aussitôt sous un nouveau nom. La France ne peut plus faire semblant d'ignorer le sort qu'elle réserve à ses combattants. Le président de la République, Raymond Poincaré, se déplace en personne à Gérardmer. Amère victoire pour Claudius Regaud. Son hôpital rebelle est devenu un modèle et un outil de propagande. Le symbole du souci que la nation porte à ses pauvres blessés. Était-il dupe, notre héros d'un jour? Pouvait-il croire que tout allait changer dans cette France ébranlée, désorganisée par la guerre? Et c'est pour cela que, sur recommandation du général Joffre, j'ai décidé de remettre au docteur Claudius Regaud la Légion d'honneur. Ce jour-là, même la médaille qu'on devait lui remettre avait été oubliée. Claudius Regaud, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Il était un peu fier, bien sûr.
Pour une fois dans sa vie, il était dans la lumière, lui, l'obscur chercheur lyonnais. Mais ce n'était qu'une minuscule flamme dans la noirceur de la guerre. Ce conflit ne faisait que commencer. Et parce qu'il allait prendre une ampleur nouvelle, nos deux savants allaient devoir engager toutes leurs forces dans la bataille. Les deux puissances s'élancent vers la côte pour tenter de prendre les ports stratégiques de la mer du Nord. Cette course ne s'arrête qu'une fois les rivages atteints. Face à face, les deux armées s'enterrent, déterminées à ne pas céder. La guerre des tranchées vient de commencer. Tout le monde comprend maintenant que cette guerre sera longue. Maintenant, il va falloir tenir et user à l'excès de ce nouveau mot qui naît dans les tranchées, le système D. Et 2-3. À ce compte-là, je peux me reconvertir en mécanicien automobile et ouvrir un garage après la guerre. Oh, arrêtez de vous plaindre, c'est agaçant à la fin. Eh, criez pas sur moi, je suis cardiaque, je vous rappelle. Vous avez vu? L'opinion publique l'a emporté. Ah, les choses vont changer. Rego a même été décoré. Grand bien lui fasse. Excusez-moi, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a que c'est la croix et la bannière pour obtenir des laissez-passer, on est bloqué ici. Résultat, Madame Curie est dans tous ses états. Et sur qui ça retombe, hein? Je vous le demande. Et elle est partie faire quoi, là? Ce qu'elle sait faire de mieux. Se rendre insupportable. Ah. La Légion, hein? Je vous en prie, Madame Curie, rentrez chez vous. Je vous assure que ce n'est pas en restant comme ça devant moi que vous obtiendrez vos autorisations. Bon, et si je vous promets de parler au colonel? J'ai reçu l'ordre de vous donner votre laissez-passer. Destination. Laissez en blanc, je remplirai moi-même. Pour éviter que je revienne vous embêter, donnez-moi plusieurs. Non mais vous plaisantez? Vous n'en aurez qu'un. Face aux freins des autorités, Marie n'a plus le choix. Elle veut pouvoir aller partout où on a besoin d'elle. Il lui faut des complices. L'Union des femmes de France sera l'un d'eux et lui fournira des sésames fort peu réglementaires. Votre capacité à ignorer la hiérarchie a quelque chose de... Rafraîchissant? Passez votre vie dans un pays occupé où l'on vous interdit de parler votre langue, monsieur Rago. Vous verrez qu'on finit vite par se méfier de toute forme d'autorité. Vous avez des papiers? Dans son portefeuille de guerre ouvert après sa mort, on trouvera 8 de ses laissez-passer en blanc. Vous allez sur le front? Ouais. C'est parfait, je vous remercie. Merci. Vous pouvez y Par aller. là, alors. Oui, vous pouvez y aller. Désormais, sur tout le territoire en guerre, dans les hôpitaux de France et de Belgique, Marie met en place des installations fixes de radiologie. À votre tour. Vous avez 1 minute pour faire l'exercice. Mais il ne suffisait pas de trouver, installer et régler le matériel. Encore fallait-il former le personnel capable de l'utiliser. Faux. Faux. Ah. Non. Faux. C'est pourtant pas compliqué comme équation. Regardez. Ce n'est pas de la grande mathématique, c'est de la simple logique.
Tenez. Non. Non, je comprends pas. Vous le faites exprès? Je ne vous permets pas. J'exerce la médecine depuis plus de 30 ans. Et c'est censé me rassurer. Comment se fait-il que les médecins aient si peu le sens de la logique? Vous devriez vous reposer un peu. Je me reposerai quand la guerre sera finie. Les échecs répétés, le sentiment d'impuissance et de perte de temps vont amener Marie à prendre l'une des décisions les plus importantes de son existence. Ma douce chérie, je voudrais enfin pouvoir te rejoindre. Pour prendre patience, je tente ou réussis des courbes de forme baroque. J'ai glorieusement raté le folium de Descartes. Mais les autres courbes ont marché. Ne faites pas ça, hein. C'est trop dangereux. Elle a que 17 ans. Des garçons à peine plus âgés qu'elle meurent chaque jour. Elle pourrait les sauver. Et alors, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez qu'elle voie tout ce qu'on a pu voir? Tous ces êtres mutilés, toute cette souffrance, cette horreur? Vous voulez qu'elle se rapproche du front, des bombardements? À chaque instant, on peut mourir, même par distraction, écrasé par un camion en traversant la rue. Eh ben justement, tiens, votre mari, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Vous ne savez rien de mon mari. Vous ne savez ni qui il était, ni ce qu'il représentait pour moi. Pierre n'est plus là, Irène peut me rejoindre. Elle fera une très bonne radiologue. Tout ça, elle peut le comprendre. Elle est comme nous, comme lui et moi. Elle veut venir. Elle veut aider. C'est pas juste. Moi aussi j'ai envie de voir, mais... Pourquoi je dois rester toute seule? Eve, tu peux pas venir avec moi. Mais il me demande de venir l'aider sur le front. C'est beaucoup trop dangereux. C'est pas un endroit pour les petites filles comme toi. Mais c'est pas juste. Je vais devoir dormir toute seule. Et j'ai peur dans le noir. Eve. T'es pas toute seule. T'as Valsia qui est là avec toi. Et puis, dans quelques semaines, tu pourras venir nous rejoindre à Paris. On sera pas tout le temps sur les routes, tu sais. Oui, mais en attendant, je vais rester toute seule. Puis, regarde le bon côté des choses. Il n'y aura plus personne pour te forcer à faire tes mathématiques. Mais... T'as changé. Tu as l'air fatigué. Tu te reposes? Ne me regardez pas comme ça. Croyez vraiment qu'elle m'écoute? Ce que je te demande va être très difficile, ma chérie. Éprouvant. Et plus d'un diront que ce n'est pas ta place. Et ils auraient pas tort. Réfléchis bien. Tu peux aider autrement qu'en allant là-bas avec moi. Non, je veux venir. Tu vas voir des choses Je me suis blessé le pied dans les rochers. On voyait le tendon, il y avait du sang partout. Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Très bien. Pas une curie pour rattraper l'autre. Hein. Monsieur Rago. Oui, je sais, je sais. Je me tais, je travaille. Ce que tu vas voir là-bas est pire que tout ce que tu peux imaginer. Irène a seulement 17 ans lorsqu'elle accepte d'entrer en guerre aux côtés de sa mère. « 58 minutes pour toute l'installation, c'est trop long, Irène. Une erreur de réglage, 1 minute de retard peuvent causer un décès. Oui, mais... Mais c'est bien, tu progresses. Tu vas y arriver. Pas assez vite. Je vais chercher le premier blessé. Continue tes réglages. Un éclat, sans doute, c'est profond, dans la cuisse, mais impossible de savoir exactement où c'est. Tu prépares les plaques photographiques? On n'a pas le temps, on va opérer sous radioscopie. Quoi, tout de suite? Oui. Préparez-vous à intervenir, je vous dirai quoi faire au fur et à mesure. Bien. Irène, inverse la position du tube.
Bonnette? Oui. Voici. Un peu plus à droite. Doucement. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Descendez, 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 descendez. Stop, stop. À droite, droite. Ah, voilà. Là, c'est là, c'est là. Allez-y, c'est là. Ouais. Il fallait bien du courage à une mère pour entraîner son enfant en plein cauchemar. Tu es encore si jeune. Irène allait être projetée dans le conflit le plus dur, le plus violent, le plus meurtrier qu'ait jusqu'alors connu le genre humain. Au cours de cette seule année 1915, les offensives d'Artois et de Champagne font 250 000 morts, dans chaque camp. Le 22 avril, au nord d'Ypres, en Belgique, les guetteurs français signalent une nappe verdâtre dégageant une forte odeur de chlore qui se rapproche en provenance des lignes ennemies. Pour la première fois, les Allemands utilisent l'arme qui fait basculer le monde civilisé dans la barbarie, les gaz. Les Alliés se lancent à leur tour dans cette guerre chimique. Dans ce brouillard de mort où les hommes se noient, l'Europe vient de perdre son âme. On me l'a expliqué. Quand on installe le rideau et que le docteur Regaud s'assoit près de vous, c'est que vous allez mourir. Oui, vous allez mourir. Mais la bataille ne sont pas passés, vous avez gagné. Qui saura jamais ce qu'on fait dans cette guerre, les morts du champ de bataille. On se bat pendant des jours sur les cadavres des jours précédents, auxquels s'ajoutent ceux de la journée. On les piétine, on les dépouille, on les enterre plus tard dans des trous. Leur matière s'incorpore au sol, puis, plus ou moins longtemps après, passe dans les plantes, les animaux, les hommes. Leurs âmes, je le crois, flottent longtemps par-dessus les champs, les bois, les maisons ruinées. La somme de douleurs, de torture du corps et de l'esprit, de sacrifices et de martyrs est effroyable. Heureux ceux qu'une flamme de foi ou d'amour réchauffe jusqu'au bout. Élève aussi ton âme. Persuade-toi que nous ne savons rien, que chaque jour on apprend et qu'on doit apprendre. Je voudrais te dire cela dans l'oreille, à toi enlacé de mes bras. Si tu pouvais venir à Gérardmer, mettre ton âme à l'école des terribles réalités de la guerre, c'est hélas impossible.
Comment vous faites pour faire face à tous ces morts? Tous ces soldats méritent le plus grand respect. Et on peut pas vraiment dire qu'ils l'obtiennent du gouvernement. C'est-à-dire? On a de plus en plus de blessés, qu'ils sont de plus en plus cruellement. Mais les soins, eux, restent toujours approximatifs. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout! On manque d'équipement, de fournitures. Les évacuations se font encore dans des conditions effroyables. Sans parler de la hiérarchie. Ici, un médecin qui n'a opéré que des furoncles, mais qui porte des galons, a plus de poids que le meilleur professeur d'université. Résultat, pour être efficace, il faut désobéir. Et beaucoup n'osent pas. Ou quand ils le font mal, parce qu'ils ne sont pas mis au courant des progrès faits dans d'autres hôpitaux. Et qui êtes-vous? Dans le civil, adjoint au maire et député. Justin Godard, pour vous servir. Monsieur le député, je ne vous avais pas reconnu. Pas de souci. Quelques mois plus tard, Justin Godard quitte son poste de brancardier pour entrer au gouvernement. Il devient urgent de réformer la santé aux armées. C'est à lui que cette charge est confiée. Docteur Regaud, vous me reconnaissez cette fois? Parfaitement. Félicitations pour votre promotion. Oh, vous savez. Dites, je me souviens de cette conversation que nous avions eue à Gérard, mais vos reproches sur ce gouvernement auquel j'appartiens aujourd'hui. C'était dans un moment de fatigue. Je suis sûr du contraire. Et je suis bien d'accord avec vous. Je ne comprends toujours pas ce que vous attendez de moi. Que vous quittiez votre hôpital pour rentrer au gouvernement. J'ai besoin d'hommes comme vous. Chacun de son côté, Marie Curie et Claudius Regaud ont désormais trouvé leurs alliés. Durant 5 mois, Irène accompagne sa mère. Elle apprend, gagne en vitesse et en assurance. Pendant que Regaud met sa méticulosité de chercheur et son sens de l'organisation au service d'une réforme en profondeur. Marie et Irène mènent une vie d'itinérance, montant et démontant inlassablement le matériel de ces voitures radiologiques que les soldats n'allaient pas tarder à baptiser les petites Curies. Mais Regaud et Marie ne sont pas les seuls à vouloir avancer. Bloqués depuis trop longtemps, les armées tentent de passer, coûte que coûte. L'Allemagne choisit son terrain, Verdun. Sa stratégie, anéantir les Français sous un déluge de bombes. À l'aube du 21 février 1916, l'attaque commence. 900 canons tirent pendant 100 heures d'affilée sur un front de 12 km. L'affrontement titanesque durera 10 mois. 700 000 morts. Plus nos héros gagnent en force, plus le monstre qu'ils affrontent devient tentaculaire. Pour Marie, l'heure du sacrifice a sonné. Alors, ma chérie, tu es prête? Yes, sir. Sois prudente. Et surtout évite autant que possible les opérations sous radioscopie. Trop d'exposition aux rayons pourrait te faire du mal. Promis. Je vous la confie. Madame Curie, vous êtes sûre de ce que vous allez faire? C'est trop dangereux, vous lui faites prendre trop de risques. Vous devriez... Tout d'abord, Rago, elle sera sous votre aile. Ensuite, en nous séparant, nous pourrons former 2 fois plus de personnes, installer 2 fois plus de postes de radiologie et sauver 2 fois plus de blessés. Oui, mais c'est quand même pas une raison pour... Pensez à votre cœur, Rago. Argumenter avec moi n'a jamais été une bonne idée. Mais comment c'est possible d'avoir un pareil caractère de... Je prendrai soin de moi et je conduirai avec prudence, je vous le promets. Ouais. Une femme qui conduit une automobile, c'est contre nature. Marie est plus seule que jamais. Mais elle a fait ce qui lui semblait juste. Avancer, ne jamais renoncer. Seulement, la lutte est inégale. À chaque progrès des soins répond une surenchère de destruction. Verdun n'est pas achevé que démarre la bataille de la Somme. Sur 3 millions de combattants,
Plus d'1 million de morts et de blessés. La guerre est passée à l'échelle industrielle. Même les femmes deviennent instruments de mort. Marie Curie contre-attaque. Mesdames, face à l'armée qui tue, il est temps d'opposer une armée qui soigne et qui sauve. Vous serez cette armée. Après 2 années d'absolue indifférence, le service de santé vient de reconnaître l'importance de la radiologie dans les hôpitaux de l'Avent. Et nous avons besoin de gens habiles et débrouillards. Ce métier s'offre à vous, mesdames. Il est au moins aussi utile que de fabriquer des obus à la chaîne, à la différence près que lorsque la paix sera revenue, il le sera encore. L'Institut du radium se transforme en école de radiologie. Je ressemble à sac à patates. Ça t'embellit, c'est vrai, hein? Pas question que je m'habille comme ça. Pourtant, vous devriez. Si vous voulez sauver des vies, commencez par sauver la vôtre. Pourquoi c'est dangereux? Si l'on ne se protège pas, ça peut l'être, oui. D'autant plus dangereux que vous ne verrez rien, vous ne sentirez rien, mais avec le temps, votre peau semblera brûler de l'intérieur. C'est pourquoi vous devez comprendre comment fonctionne cette machine, comment l'apprivoiser. C'est d'ici que tout part. Un simple tube de verre à l'intérieur duquel on a fait le vide. Cette lueur a intrigué bien des savants, a suscité d'étonnantes expériences. Un jour, l'un d'eux, Röntgen, voulut savoir si elle était plus puissante que la lumière du jour. Et lorsqu'il envoya le courant électrique dans le tube, dans son laboratoire, Röntgen possédait un écran phosphorescent comme celui-ci, qui renvoie la lumière lorsqu'il en reçoit. Et il a réagi comme vous, mesdames. Bertha! Komm, schnell, sofort, Bertha! Röntgen venait de découvrir que son écran était atteint par des rayons qu'il ne pouvait pas voir, des rayons invisibles. Bertha! Des rayons si étranges qu'il les a baptisés X, comme l'inconnu en mathématiques. Et ça sert à quoi? Au début, on n'en savait rien. On s'en servait dans les spectacles de foire. Mais aujourd'hui, on sait que c'est un puissant outil pour la chirurgie. C'est vrai que c'est quoi? C'est vrai, ça va faire une extraordinaire. Je vois que vous avez compris, mademoiselle. Oui. Entrez. Si je vous dérange, je peux revenir à ma prochaine permission, hein, à mon retour des Dardanelles. La Cassagne. Tout à sa joie de retrouver Regaud, la Cassagne mit du temps à comprendre qu'il avait changé. Ça va, professeur? Très bien. Et vous? Le plus étonnant, c'est la camaraderie. Les petits jeux du pouvoir, les intrigues, les bassesses, les planqués l'ont épuisé. Il y a l'horreur de la guerre, oui, mais il y a aussi de vraies rencontres. Fortes, uniques. Tout le contraire du monde de la politique où aucune rencontre n'est vraie. Et où est donc passé votre enthousiasme? Enterré sous une pile de dossiers, seulement je ne sais plus laquelle. Quand je vois à quelle vitesse les armes progressent et la lenteur de l'administration pour améliorer la médecine aux armées, je passe plus de temps à répondre à des demandes absurdes, à des politesses de politique qu'à faire avancer les choses. C'est désespérant. Rappelez-vous comment nous faisions dans notre laboratoire de Lyon. On nous fermait la porte, on passait par la fenêtre. Restez pas derrière la porte, cherchez une fenêtre. La recherche est une bataille permanente contre un mal souvent invisible. Les esprits obtus et les fausses évidences, mais aussi contre soi-même. Qui vous a dit ça? Un grand homme. Louis Pasteur était mort depuis presque 10 ans. Mais le souvenir de ses propres batailles pour imposer la vérité a longtemps habité ceux qui avaient eu, comme Regaud, la chance de le rencontrer. Alors ici, il y aurait les laboratoires et la radiologie.
Comme je vous l'ai dit, on ne peut plus concevoir une médecine moderne sans eux. Là, l'hospitalisation, un bâtiment par spécialité, et là, les salles de cours. On pourrait faire venir les meilleurs, chirurgiens, médecins, bactériologistes, histologistes, l'élite réunie en un lieu. Ils pourraient non seulement prendre en charge les blessés, mais croiser leur savoir, hein, faire progresser les méthodes et en faire profiter les équipes soignantes du front. Dans chaque corps d'armée, des médecins se relaieraient pour venir quelques jours ou quelques semaines, se former aux pratiques les plus récentes et les plus efficaces, et ensuite les propager. Vous ne dites rien. Vous voulez que je vous dise? Je ne pensais pas que vous tiendriez aussi longtemps. Un seul lieu, regroupant les soins, la recherche et l'enseignement. Regaud venait tout simplement d'inventer l'hôpital universitaire moderne. Face à la modernité des armes, se dresse enfin la modernité des soins. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cet hôpital de Bouleuse. Vous y rencontrerez les meilleurs médecins dans leur domaine. Vous travaillerez sur des cas pratiques. Et à l'issue de ces quelques jours de formation, vous retournerez au front, armé de techniques nouvelles. Au moment où il prononce son discours, Regaud n'imagine pas jusqu'où il portera. Au-delà de l'Atlantique, sur un autre continent, l'Amérique. Car l'Allemagne vient de commettre une erreur fatale. Elle déclare la guerre marine totale. Ses sous-marins font feu sur tous les navires, civils ou militaires, ennemis ou neutres. Parce qu'ils deviennent eux aussi une cible, les États-Unis entrent en guerre. À peine débarqués, les Américains viennent se former à l'hôpital de Bouleuse. Ils créeront pour leur armée un hôpital calqué sur ce modèle. And at the end of these few days of formation, you will return to the front with new techniques to save your soldiers. Les méthodes de Mr. Regaud s'internationalisent. You understand? Ok. Ma chérie, j'ai installé hier l'appareil qui marche bien. J'ai pu aussi mettre l'ampoule que j'avais apportée. J'ai réclamé qu'on mette des rideaux pour faire une chambre obscure. Le docteur est gentil, mais encombrant au-delà de toute expression. L'éclat ne peut être que là, docteur Laval. Non, l'éclat est par ici. Il est bien entré par ce côté, mais il a traversé la cuisse en brisant le fémur. Vous ferez moins de dégâts en incisant par ici. Vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de tout votre fatras pour savoir comment il faut opérer. C'est vrai que j'ignore qui vous êtes, monsieur, mais je peux vous assurer que vous avez tort. Quel âge avez-vous, mademoiselle, pour me parler comme ça? 19 ans demain. Eh bien, bon anniversaire, fillette. Allez, écartez-vous. Puis cela s'est mal passé avec le docteur, qui a donné une fausse indication dont est résulté un malentendu qui a allongé l'opération. Mais heureusement, j'assistais et cela s'est arrangé. J'ai reçu d'Ève des bonbons dont je la remercie. Je t'embrasse bien. Irène. Tu peux être fière d'elle. Je le suis. Elle te ressemble tellement. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sourire. C'est vrai? Cette guerre t'a épuisé. Et tu as retrouvé une certaine douceur que tu avais perdue après ma mort. Je te vois en chacun d'eux, Pierre. Tous ces blessés, ces cœurs cassés. J'en sauve beaucoup. J'ai de nouveau envie de travailler. Docteur Regaud, je suis heureuse de vous voir. J'ai suivi votre carrière. Félicitations. Et vous, merci pour ce que vous avez fait. Sans vos petites curies, le bilan de cette guerre aurait été encore plus désastreux. Vous savez que la radiologie a enfin été prise en charge par l'armée?
Je leur ai offert toutes mes voitures, ce qui a créé un petit souci inattendu. Lequel? Je suis repassé dans l'illégalité. D'après le règlement, il est interdit à une femme de conduire un véhicule militaire. L'armée est une vieille fille qui a ses habitudes. J'aimerais que nous ouvrions un hôpital à l'Institut. Je crois que nous devons être plus ambitieux. Nous devons croire que notre radium peut servir le monde. Ça nous permettrait de ne pas nous limiter à la recherche, mais bien de lier recherche et soins. Et c'est comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'on avance. Je le vois tous les jours ici et les progrès sont considérables. Toute cette organisation qui a été expérimentée et améliorée à Bouleuse pour le traitement des plaies de guerre pourrait être appliquée au traitement du cancer. Et vous pensez que mon travail sur le radium pourrait vous être utile? Il fallait commencer par ça, docteur Hugo. Attendez, vous proposez de... Vous aider à mieux soigner, oui. Alors? Si je pouvais avoir des doses précises, sans fluctuation, toujours les mêmes, ce serait l'idéal. Je travaillerai à ça. Vous imaginez? Avec les rayons X et le radium, j'aurai alors 2 armes pour attaquer le cancer. C'était un plaisir, docteur. Il manque quelque chose ici. Ah bon? Et quoi donc? Des fleurs. Y a rien, je sens rien. Vous êtes sûr de vous? Absolument sûr. Continue sur la gauche. La vôtre. D'accord. Cela faisait longtemps que Marie n'avait pas vu sa fille. Occupée à former son bataillon de radiologistes, elle était depuis des mois moins présente sur le front. Oh, Madame Curie. Oh. Vous avez grossi. Vous avez maigri. La moyenne est donc conservée. Et ma fille? Oh, grandi. Quelques millimètres plus à gauche. Votre gauche ou ma gauche? La vôtre, comme d'habitude. Y a rien, je sens rien. Vous êtes sûr de vous, là? Absolument sûr. Continue d'avancer sur la gauche. La vôtre. D'accord. C'est ridicule. Doucement. Doucement. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mon métier. Vous l'avez tué. Bravo, vraiment. Vous avez fait du bon travail. Irène. J'aurais pu le sauver, je... Tu devrais arrêter un peu. Repose-toi. Il aurait mieux fait de rester le nez dans mes carnets de maths. Ici, il n'y a que bêtises, gâchis. Il n'y a rien de logique. La guerre va bientôt se terminer. Je comprends enfin. Pourquoi t'as toujours refusé de sortir de ton laboratoire? J'avais tort. Depuis le premier homme que j'ai pu sauver grâce à la radiographie, il n'y a pas un jour sans que j'envie Röntgen qui a découvert ces rayons X. Depuis 4 ans, j'envie un Allemand. Non, Irène. Les sciences, même les mathématiques, ne doivent pas rester hors du monde. Elles sont au cœur du monde. Et ça, c'est ton père qui me l'a appris. Pourquoi tu me parles jamais de mon père? Depuis qu'il est mort, tu nous as jamais parlé de lui. Je ne pouvais pas. Tu dois avoir l'image d'une mère remuant des tonnes de minerais au milieu d'un hangar gelé, pendant que ton père donnait des cours pour gagner de quoi nous faire vivre.
Becquerel venait de démontrer que l'uranium émettait des rayonnements venant de la matière elle-même. Et peu de temps après, nous faisions une énorme découverte. Le radium et le polonium. Oui, contenus dans ce minerai, dans cette pêche blinde qui émettait infiniment plus de rayons que l'uranium qu'il contenait. Quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne connaissait pas, d'une puissance qu'on ne soupçonnait pas. Tu ne sais pas, Irène, ce qu'est le bonheur de la découverte. Mais je te souhaite de vivre un jour ce moment-là. Ce radium qu'on voulait tellement voir, qu'on espérait beau, dont on parlait, ton père et moi, jour et nuit. Non, Irène, notre vie n'était pas terne. C'était une vie exaltante. Ton père n'est plus là, et toi tu peux encore partager l'espoir que le radium a fait naître en nous. Percer les secrets de l'atome, changer notre vision du monde, comprendre d'où vient la puissance de son rayonnement. Et peut-être en faire quelque chose de bon. Personne ne comprend pourquoi nous avons toujours refusé de déposer des brevets. On aurait pu être riches. Mais le radium ne nous appartient pas. Nous l'avons seulement découvert. Et regarde, Irène, ce dont est capable une découverte. Vois combien de vies elle a sauvées. Pourquoi tu m'as pas dit tout ça plus tôt? On ne se rendait pas compte. On était tellement passionnés. On ne pensait qu'à ça. Je comprends que tu puisses nous en vouloir de vous avoir oubliés. Mais les choses vont changer maintenant. Je te le promets. Je te promets. Dans toute bataille, l'histoire de chaque combattant se mêle à des destins plus grands. Et un jour, c'est l'espoir qui renaît. À partir d'avril 1918, 200 000 soldats américains débarquent chaque mois sur le sol d'une Europe exsangue. La guerre aura une fin et elle sera victorieuse. En Allemagne, la population affamée est à bout de force. Le 3 novembre, le gouvernement allemand est renversé. L'armistice est signé 8 jours plus tard. Ce jour-là, toute la famille Curie se retrouve à Paris. Rago, il faut fabriquer un drapeau bleu, blanc, rouge. Quoi, vous voulez que je couse aussi? Exactement, mon cher Rago. Y a pas une Curie pour rattraper les deux autres, hein? Tu vas pouvoir te reposer maintenant. Je vais enfin pouvoir travailler. C'est la fin d'une guerre qui a fait 9 millions de morts et plus de 20 millions de blessés. Longtemps après ce jour de paix, Ève révéla un secret. Sa mère a toute sa vie refusé la Légion d'honneur. Mais si on la lui avait proposée en 1918 à titre militaire, elle aurait accepté. Ève écrit « Ma mère n'eut rien. Après quelques semaines, le rôle joué par elle dans le grand drame s'effaça de toutes les mémoires. Et personne ne songea à épingler une petite croix de soldat sur la robe noire de Madame Curie. » Marie Curie aura mis sur les routes 18 voitures radiologiques, installé 200 postes fixes dans les hôpitaux et formé dans son école 150 manipulatrices radio. Plus d'1 million de blessés ont été secourus grâce à ces installations. 1000 d'entre eux le furent de ses propres mains. Ce que ces faits de guerre lui ont apporté, elle l'écrivit peu après de sa main, une grande douceur. Qu'est-ce qui se passe? Où est donc passée la Madame Curie qu'on connaît tous? Ah, la revoilà. Voilà que vous brillez. Bien moins que vous.
Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Nous allons ouvrir un hôpital dans notre institut. Non, grâce à vous, docteur Roux. Oui, j'y travaille. Je pense, enfin, nous pensons tous les deux que c'est vital pour notre institut. Nous aimerions... Garder à chaque instant à l'esprit que nos recherches peuvent sauver des vies. Et savoir... Que les malades sont là, à quelques mètres de nous, devrait donner des ailes à tous les chercheurs. Vous avez répété le numéro ou... Quelques années plus tard, l'Institut du Radium allait être rebaptisé Institut Curie. Le nom de Claudius Regaud, lui, allait tomber dans l'oubli. Pourtant, c'est lui qui posa les bases du traitement du cancer par radiothérapie. Il créa et dirigea son laboratoire, ainsi que la fondation Curie jusqu'à sa mort. L'histoire l'a oublié? Qu'importe, aurait-il sûrement pensé, pourvu que le travail soit bien fait. Et le travail fut fait. Lacassagne le secondera puis le remplacera dans ses recherches et ses fonctions. Irène, après les 2 Nobel de sa mère et celui de son père, épinglera un 4e prix Nobel au fronton des Curie. Si on ajoute celui de son époux, Frédéric Joliot, rencontré à l'Institut où il arriva comme préparateur de Marie Curie, en 2 générations, 5 prix Nobel. Marie, quant à elle, aura réussi à fournir les doses précises de radium que lui réclamait Claudius Regaud. Elle lui laissera même son gramme de radium, celui qu'elle avait eu tant de peine à isoler avec son Pierre. Il lui faudra alors partir avec ses filles pour une tournée aux États-Unis où elle y recevra un autre gramme de la précieuse matière pour poursuivre ses propres travaux et encourager la recherche des générations futures. La vie avait repris son cours. Si Pierre n'était plus là, son esprit, lui, ne l'a jamais quitté. Marie mourra en 1934, à l'âge de 67 ans. Les fortes doses de radiation qu'elle a reçues dans toutes ses salles de radiologie durant la guerre ne sont sans doute pas étrangères à la maladie qui mit fin à ses jours.